bonjour à tous. Je vois le compteur de participants qui augmente gentiment. On est pile poil 9 heures, c'est super. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette matinale d'Expérience 6. C'est la 6e édition avec une première pour une version tout en visio cette fois-ci. Voilà, ou comme ça, chacun aura pu s'économiser de braver la chaleur dans le métro pour nous retrouver. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Maître Michael Dalande et Maître Alexandre Véran du cabinet Advent Altana pour une très belle conférence sur les relations sociales en temps de crise. Bonjour Michael, bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Tout le monde est en forme? Bon. Alors, je vous propose qu'on ne perde pas de temps. On a une belle heure de conférence qui nous attend, suivie de questions-réponses. Donc, j'invite tous les participants à poser leurs questions directement dans le chat. J'en prendrai bonne note. Et puis, nous pourrons remonter toutes ces questions lors de la session de questions-réponses à la fin de la conférence. Je vous souhaite un très bon moment. Si vous avez des questions au cours de ce moment-là, je suis également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur le chat. S'il y a des problèmes de connexion, de diffusion, etc., on règle tout en live. Voilà. Michael, Alexandre, je vous laisse le micro. Merci, merci Anne-Laure. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, on avait anticipé qu'il ferait beau pendant 3 jours, que c'est les premiers jours de beau temps en 2024. Et donc, on s'était dit qu'une visio serait beaucoup plus prudente pour la santé de chacun. Donc, on a un thème, on a choisi également un thème extrêmement gai en ce début d'été, qui est la relation sociale en temps de crise. Parce qu'effectivement, de par vos fonctions, vous en gérez nécessairement. Et l'idée, c'est de faire un certain nombre de rappels de ce qui, de bonnes pratiques, de donner aussi un peu de benchmark, ce qu'on voit, ce qu'on fait. Et puis, donc, on va dérouler un support qui n'est au fond qu'un prétexte à la réflexion, à la discussion. Et enfin, comme l'a dit Anne-Laure, comme dans les bonnes émissions télé, les meilleures questions sont sélectionnées par Anne-Laure, parce qu'Alexandre et moi ne les verrons pas, parce qu'on sera en live, n'est-ce pas? Et nous y répondrons, on aura un temps d'échange un petit peu plus participatif. Voilà. Bon, vous avez nos présentations, on est tous les deux avocats chez Advent Altana. En droit social, tous les deux, qui est une équipe qui compte une dizaine de personnes. Le cabinet d'affaires en compte 90, ce cabinet d'affaires à Paris. Mais on fait partie d'une alliance qui s'appelle Advent, d'où le nom du cabinet Advent Altana, qui est une alliance internationale d'avocats qui regroupe 700 personnes dans le monde. Alors, au menu ce matin, donc vraiment, quand on parle de crise, on vous a fait la sélection, le best-of, quelque part, puisque vous avez donc la grève, les réorganisations, les sujets de consultation et d'expertise du CSE, et enfin le droit d'alerte. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je laisse la parole à Alexandre, parce qu'effectivement, l'idée, c'est on a un support, pour tout dire, d'une trentaine de slides, et l'objectif, c'est qu'on ait terminé cette présentation aux alentours de 10h15, pour pouvoir prendre ensuite un maximum de questions et échanger pendant un temps raisonnable. Voilà. Merci Mickaël. Alors un petit mot introductif pour définir un peu, si vous ne les connaissez pas bien, les acteurs et en tout cas les interlocuteurs de l'entreprise pour représenter les salariés en temps de crise. On en a de 2 ordres. On a ce que l'on appelle d'un côté les représentants élus à l'issue des élections professionnelles et qui sont les membres du CSE. Et on a d'autre part les représentants désignés, c'est-à-dire les représentants désignés par les syndicats, qui sont les représentants syndicaux. Chacun a ses attributions, chacun a ses fonctions, et ils peuvent être parfois les mêmes, c'est-à-dire qu'on a des représentants des syndicats qui sont membres du CSE, ils sont parfois différents, mais en tout cas, ils ont leur propre fonction et répondent à une fonction, une situation donnée. C'est-à-dire que le CSE, on va le voir, intervient en matière d'information-consultation. Les syndicats, eux, interviennent dans tout ce qui est négociation des accords et dans tout ce qui est, de porter les revendications des salariés et de l'entreprise auprès de l'employeur. Et là, vous posez une première question, vous dites, mais
Le thème, c'est les relations sociales en temps de crise. Et pourquoi, dès la slide 2, vous nous parlez des représentants élus, des représentants syndicaux? Simplement parce qu'en fait, vous le savez, bien sûr, c'est qu'une question rhétorique. C'est avec eux que ces crises sont gérées. C'est les interlocuteurs absolument incontournables. D'où ce petit rappel, hein, pour la plupart d'entre vous, vous le savez, mais la distinction qui reste technique et qu'on va retrouver tout au long du support méritait d'être rappelée. Alors, pour commencer sur la grève, quelques chiffres et quelques statistiques qui peuvent être intéressantes, parce que la France est souvent citée comme le pays de la grève, mais il faut avoir conscience que c'est un droit qui est de moins en moins exercé. Pour avoir quelques chiffres, il faut avoir en tête qu'en 1975, on avait 4,5 millions de jours de grève en France par année. En 1995, on passe à 800 000. Statistique intéressante, on change les compteurs, on exclut le secteur des transports. À 96, on passe à 360 000 jours de grève. Donc, le secteur des transports représente presque la moitié des grèves en France. Pour aujourd'hui, être à 190 000 jours de grève et maintenant 60 jours de grève pour 1000 salariés. Donc, on a vraiment, véritablement, un droit de grève qui est moins utilisé, mais qui reste et demeure, et depuis une dizaine d'années, reste constant à environ 60 jours de grève pour 1000 salariés. Donc c'était un sport et c'est devenu un loisir. Exactement. Donc, on a été identifié, on porte cette image, mais c'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, est moins utilisé dans les entreprises et moins porté. L'image à l'international, en fait, elle est aussi véhiculée effectivement par les problématiques dans les transports publics. Le sujet vient de là. Pour le reste, effectivement, il y a des jours de grève, mais on rationalise tout de suite et on peut se comparer aux autres pays de l'Union européenne sur le sujet. Ça permet un petit peu de se rassurer, même si quand une grève survient, vous le savez, bon, c'est assez difficile à gérer et les statistiques ne peuvent rien pour vous face à un mouvement social. Exactement. Deuxième point, c'est les revendications portées. En statistique, il faut avoir en tête que la majorité, environ 55% des grèves, concernent des revendications salariales. 31% des grèves concernent des revendications liées aux conditions de travail et 13% des grèves sont liées aux thématiques de l'emploi et tout ce qui va être notamment réorganisation. Voilà quelques chiffres pour présenter la grève avant de revenir sur ce qu'est juridiquement la grève. Qu'est-ce que la grève? La grève, c'est qualifié en droit comme la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Donc, apparaissent trois conditions: un arrêt total du travail, un mouvement qui se veut collectif, afin de porter, troisièmement, une revendication. Alors, on a la chance d'avoir une jurisprudence pléthorique, parce qu'évidemment que le droit de grève a été utilisé et on a vu tout un tas de situations être jugées, mais maintenant, c'est quand même très encadré, très défini. Alexandre, pardon, je me permets juste, on ne voit pas défiler les slides. Et vous en êtes où de votre côté? Qu'on fasse un petit... On en était là. On était encore là. Ah d'accord. Il n'y a pas de... Super. Pardon, je recevais un petit chat en disant on ne voit pas les slides. Tout va bien, merci beaucoup. Excusez-moi d'être... Pas de problème. Merci à la régie. Donc, première condition, arrêt total du travail. Ça implique que est interdit, ou en tout cas n'est pas une grève, toute situation qui serait de réduire la cadence, réduire son activité afin d'empêcher ou afin d'amoindrir la capacité industrielle de l'entreprise. N'est pas non plus un droit de grève, par exemple, le fait de refuser d'exécuter une tâche. On a pu le voir chez certains clients, des salariés qui ont refusé, par exemple, d'entrer des données en facturation pour que l'entreprise ne puisse plus facturer. Ce n'est pas, en tant que tel, un mouvement de grève comme on peut le qualifier, parce qu'on continue à exécuter son travail, ça implique une fonction que l'on refuse de faire, et cela ne qualifie pas l'exercice d'un droit de grève. C'est un mouvement aussi qui se veut collectif. Collectif, en revanche, donc, c'est-à-dire qui est porté par une collectivité de salariés.
deux, trois précisions sur ce point, c'est que on parle de collectivité de salariés, il n'y a pas de condition de majorité. C'est-à-dire qu'un mouvement qui est collectif, il suffit que plusieurs salariés se réunissent pour faire grève pour que ce soit valable, peu importe finalement qu'il n'ait pas la majorité ou en tout cas que tout le monde ne partage pas leur point de vue sur les revendications qu'ils portent et sur l'objet de leur grève pour que le mouvement soit parfaitement licite et valable. On le voit d'ailleurs assez fréquemment dans l'actualité, c'est quand par exemple la CGT appelle à faire grève, la CFDT appelle à faire grève, des fois ils font front commun et tout le monde fait grève, ce n'est pas toujours le cas, mais ce n'est pas pour autant, lorsque les revendications portées ne sont pas en tout cas majoritaires dans l'esprit des salariés, ce n'est pas pour autant ce qui disqualifie la validité du mouvement de grève. Et enfin, troisième point, les revendications. Alors, les revendications, c'est extrêmement large. On l'a vu précédemment, ça porte essentiellement sur des questions salariales ou de conditions de travail. Donc, c'est de porter un message et de véhiculer un message. En tout cas, des revendications et qui ne soient pas des convenances personnelles, évidemment. Ce n'est pas pour s'opposer à une décision individuelle, par exemple, ou autre, que l'on fait un mouvement de grève ou que l'on se met en grève. Donc, ce sont les trois critères qui rendent la grève, qu'on appelle la grève licite. À défaut de réunion de ces trois critères, la grève est jugée abusive ou illicite, ou en tout cas, le droit spécifique de la grève ne s'applique pas aux salariés et à l'employeur qui retrouvent, notamment lorsque la grève est illicite, ces moyens d'action contre les salariés qui se disent en grève. Bon, et c'est de commentaires, hein, effectivement, sur ce sujet. On comprend que c'est beaucoup plus simple à gérer pour l'entreprise lorsque la grève est illicite, parce que dès lors qu'on est dans des zones grises, où les élus, les salariés, les syndicats vont considérer que leur grève est valable, où ils vont jouer vraiment sur le fil du rasoir, dans ce cas-là, bon, l'entreprise va se poser la question de savoir ce que la grève est illicite, il y aura un débat, ça va rajouter de la tension, et tout ça sera assez malsain. Au final, ça paraît pas très intuitif comme ça pour des avocats d'employeurs de dire ça, mais mieux vaut une grève bien structurée, bien carrée, et on sait que c'est une grève et c'est géré comme tel. La deuxième remarque, hein, vous avez vu les revendications professionnelles, on sait, hein, les sujets politiques peuvent conduire les grèves et vous voyez où je veux en venir. Il y a quand même un certain nombre d'annonces aimables sur les résultats des législatives où on aura de toute façon des mouvements sociaux. Enfin, je le crains très fortement. Donc on verra comment ça impacte les entreprises. Est-ce que ça va impacter les transports, la SNCF, la RATP, Air France, j'ai envie de dire comme d'habitude, ou est-ce que ça va être plus large que ça va vous toucher plus directement? À voir, mais en tout cas, je pense que les quelques slides qu'on déroule ensemble vous seront peut-être utiles, vous y penserez dans les prochains mois. Voilà pour la qualification de la grève. Quelles sont les conséquences de l'exercice du droit de grève pour les salariés grévistes? Les conséquences, elles sont premièrement de deux ordres. Un, financière, c'est-à-dire que le salarié gréviste en application d'une grève licite, son contrat de travail est, on dit, suspendu. La suspension du contrat de travail, qu'est-ce que ça génère? Ça libère l'employeur de son obligation de payer le salaire. Donc, le salarié gréviste n'est pas rémunéré. En revanche, le salarié gréviste, c'est le deuxième point, le deuxième volet, le salarié gréviste est protégé par l'exercice de son droit de grève, notamment contre les sanctions sur lesquelles je vais revenir juste après. Un petit focus, on parle des salariés grévistes, je voudrais quand même aussi parler des salariés non grévistes, parce qu'il ne faut pas les oublier. Les mouvements de grève concernent rarement l'intégralité des salariés. Il y a toujours la question qui se pose de savoir ce que l'on fait des salariés non grévistes, et on sait que les mouvements de grève peuvent générer des difficultés d'organisation du travail importantes, et notamment répondre à la simple question qui est: est-ce que les salariés non grévistes peuvent ou non exécuter un travail, sont en mesure ou non d'exécuter un travail? Donc, pour les salariés non grévistes, ils, en temps normal, viennent et exécutent leur travail. En revanche, ce n'est pas toujours possible, en raison de piquets de grève ou autres, dont on sait qu'ils peuvent être influents sur le cours de la grève.
Et pour ces salariés non grévistes qui ne sont pas en mesure d'exécuter leur travail, mais qui se tiennent quand même à la disposition de l'employeur, il faut avoir en tête que l'employeur est contraint de reprendre et d'assurer le paiement des salaires pour ces gens-là. C'est pour ça qu'on voit tout un tas d'articulations de grève. On a eu dans un dossier, par exemple, quelque chose d'assez malin, c'est-à-dire que les chaînes de production étaient arrêtées dès lors que l'agent de maîtrise sur la chaîne de production était en grève, et les 6 ou 7 ouvriers ne l'étaient pas. Et en fait, ils ont bloqué une usine en ayant 8 personnes en grève, les 8 agents de maîtrise sur les 8 chaînes qui ont totalement paralysé la production de l'entreprise. Donc, les autres salariés sollicitaient le paiement de leur salaire parce qu'ils disaient « moi, je ne suis pas gréviste et je me tiens à la disposition, regardez, je viens tous les matins. Pour autant, je ne travaille pas, mais je viens quand même tous les matins, je me tiens à la disposition de l'employeur. » Donc, il y a aussi cette articulation-là à avoir en tête qui ne concerne pas que les grévistes, mais qui concerne la globalité de la population des salariés en temps de grève. Un petit focus sur la responsabilité civile sous condition. Il faut savoir qu'en revanche, lorsque le salarié gréviste s'installe dans un mouvement qui serait illicite ou autre, alors il peut voir sa responsabilité engagée, tout comme celle des syndicats, pour réparation du préjudice lié à l'exercice illicite du droit de grève. Alors, il faut avoir en tête que c'est quand même plus, dans la pratique, ça se traduit assez rarement, ou en tout cas, l'indemnisation financière de l'entreprise n'est jamais au niveau de la perte réelle d'exploitation dans ce genre d'affaires. Il faut l'avoir en tête. Et d'ailleurs, ça amène aussi un peu de nuance vis-à-vis de tout ça, de ce qui est grève licite, illicite, parce qu'évidemment que quand on est face à un mouvement de grève, qu'il soit licite ou illicite, la préoccupation première de l'employeur, c'est quand même de remettre l'appareil productif en marche et de privilégier le retour au travail des salariés. Mais on va y revenir sur la fin du droit. Deuxième point, les conséquences pour l'employeur. On l'a vu, l'employeur, face à un mouvement de grève licite et des salariés grévistes, ne peut pas les sanctionner du fait de l'exercice de leur droit de grève. Ils sont protégés par la loi et on ne peut pas les sanctionner. En revanche, il y a quelques limites à ce principe, c'est notamment lorsque l'on peut qualifier une faute lourde. La faute lourde, qu'est-ce que c'est ? C'est la faute dans laquelle, en fait, on qualifie l'intention de nuire du salarié, c'est-à-dire que le salarié a agi, dans le cas de la grève, avec l'intention de nuire à l'employeur. Alors, qu'est-ce que ça recoupe ? Ça recoupe tout ce qui est comportement dangereux, mise en danger, évidemment, violence, voie de fait, à l'égard de l'employeur et de l'entreprise, tout ce qui est séquestration, menace, donc des faits de qualification pénale, mais pas que. C'est aussi tout ce qui fait obstacle en réalité à la bonne exécution du travail. Ça serait par exemple empêcher les camions de sortir d'une usine, ça serait de refuser de donner, de garder des éléments ou de garder par exemple les clés d'un camion qui ferait et qui empêcherait les collègues de travailler. Et lorsque la faute lourde est qualifiée, alors l'employeur retrouve son pouvoir de sanction à l'égard des salariés. Un petit laïus sur l'occupation des locaux, comment réagir face à une occupation des locaux, donc un mouvement illicite, entre guillemets. Alors, l'employeur qui est face à une situation des locaux, à une situation d'occupation des locaux, n'a que très peu d'options et surtout la voie judiciaire, c'est-à-dire qu'il peut saisir le tribunal judiciaire en référé pour lui demander de faire cesser le trouble manifestement illicite ou prévenir tout dommage imminent pour l'entreprise. Et donc, fort de cette ordonnance, l'employeur peut donc informer les salariés et les grévistes de cette ordonnance et les inviter à partir et, à défaut, mobiliser les forces de l'ordre. On parle effectivement bien des blocages des locaux et pas du piquet devant l'entreprise, oui, où on laisse malgré tout les autres salariés rentrer. Donc on est cette situation de blocage où il faut pouvoir identifier un certain nombre de meneurs syndicaux et effectivement, il y a une procédure qui s'est mise en place qui permet d'obtenir assez rapidement
le départ des personnes qui bloquent. Mais bon, évidemment, là, on arrive au sommet de la crispation et de la tension et de la crise sociale. On ne voit pas ça Oui. tous les jours non plus, mais bon, c'est un outil qu'on est souvent tenté de dégainer lorsque la situation se tend. Ou alors au tout début d'une grève, au moment où les syndicats, les salariés tentent quelque chose dont ils savent que c'est pas totalement carré. Bon, pour quand même conserver un peu le moral des troupes, on parlera pas aujourd'hui de la séquestration de la direction, mais c'est à peu près, on pourrait dire, les mêmes types de règles qui Exactement. s'appliqueraient. Ensuite, autre conséquence pour l'employeur, et notamment liée à la protection du droit de grève et au fait que le droit de grève puisse conserver, entre guillemets, un pouvoir de nuisance pour l'employeur, c'est que l'employeur ne peut pas recruter des salariés en remplacement des salariés grévistes. Il ne peut pas recruter de salariés en CDD ou de travailleurs temporaires. Je passerai sur les réquisitions qui concernent les services publics parce que ce n'est pas forcément tous les situations les plus courantes, mais il faut savoir que face à cette interdiction générale de remplacer, il y a quand même, sont apparues quand même des voies de contournement, notamment deux. La première, c'est de demander à des salariés non grévistes d'occuper les fonctions des salariés grévistes, bien évidemment avec leur accord lorsque ça implique qu'ils ne fassent pas tout à fait les mêmes choses, mais c'est quelque chose qui est possible si cela permet de relancer la machine productive au moins partiellement, au moins pour sauver ce qui peut l'être pendant le mouvement de grève. Et le deuxième biais, c'est la sous-traitance. Le recours à des contrats de sous-traitance a été validé du WDF par la Cour de cassation, mais on peut essayer de faire appel à d'autres entreprises, d'autres prestataires pour exécuter les missions que nous ne sommes plus en capacité de faire en raison du mouvement de grève. Donc, le principe général qui veut qu'on ne peut pas les remplacer, certes, mais quand même, au fil de la jurisprudence, des options qui s'offrent à l'employeur pour essayer de contourner les difficultés les difficultés opérationnelles liées au fonctionnement de l'entreprise pendant une grève. Le deuxième point, c'est le lockout. Le lockout, c'est quoi? Le lockout, c'est pendant une grève, moi, employeur, je considère que je ne peux plus garantir les conditions de sécurité de travail de mes salariés, de sorte que je ferme mon entreprise. Alors ça, c'est un peu la bombe atomique des mouvements anti-grève. C'est extrêmement normé, extrêmement surveillé, parce qu'évidemment, ça serait trop facile, parce que le corollaire du lockout, c'est que je ferme mon entreprise, et dans ce cas-là, je ne paie plus les salaires de tous les salariés. Donc, évidemment que quand on est face à un mouvement de grève, ça peut être tentant, mais il faut avoir en tête que quand même la jurisprudence et les cas que l'on voit désormais depuis une dizaine d'années ont tendance vraiment à voir ce phénomène vraiment d'être une tête d'épingle pour lutter contre une grève et qu'il faille aujourd'hui justifier de réelles difficultés et de réels risques graves pour justifier le lockout. Je sais que, par exemple, il y a 2 ans, on a été face à la question de bloquer, de fermer l'entreprise par le biais d'un lockout. Il faut avoir en tête que ça concerne les sites, souvent, on voit dans la jurisprudence, les sites Seveso, c'est-à-dire des sites qui, en raison de problèmes de stockage, ont des produits dangereux sur les chaînes. La fermeture des chaînes de production, la fermeture des usines génère des risques d'exposition à des produits polluants, à des produits dangereux, des problèmes également de stockage de produits dangereux qui font que tout cela ne permet plus de répondre aux normes de sécurité, de sorte qu'on choisit de tout fermer par précaution. Mais voilà, aujourd'hui, quand on regarde la jurisprudence, c'est vraiment les sites Seveso, les sites qui portent et qui ont sur leur lieu et place des produits dangereux et nocifs. Dans l'état de lockout, c'est vraiment très résiduel. Ouais. En fait, c'est autorisé, c'est plus autorisé dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, hein, où dès lors qu'il y a une négociation qui ne convient pas côté entreprise, il y a une possibilité potentiellement de fermer. Le lockout est beaucoup plus répandu. Disons que l'exercice du droit de grève est équilibré
davantage équilibré par le recours au lock-out, mais en France, ça reste relativement exotique en l'état de la jurisprudence. Et donc, dernier point sur la grève, la fin du conflit, parce qu'évidemment, le droit de grève, les mouvements licites, illicites, est à nuancer, comme je disais précédemment, puisque l'objet pour l'employeur, c'est de sortir c'est de reprendre, renvoyer, que les salariés reprennent leur poste de travail et relancer la machine productive, de sorte qu'on s'accommode parfois de certaines situations. Dans la majeure partie des cas, on signe ce que l'on appelle un accord de fin de conflit, c'est-à-dire un accord qui va porter à la fois sur les revendications, on va trouver un terrain d'entente sur les revendications portées, mais aussi sur le mouvement, parce qu'on voit très souvent dans ce genre d'accord collectif, au-delà des revendications, ce que l'on peut appeler des lois d'amnistie, c'est-à-dire que l'on ne sanctionnera pas les salariés pour ce qu'il s'est passé, on laisse faire, on revient, ou par exemple, souvent aussi, de garantir un certain paiement des rémunérations pour les salariés grévistes. C'est un accord qui permet la sortie du conflit et de reprendre le travail. On a d'autres voies que sont la conciliation, la médiation, l'arbitrage. En pratique, c'est extrêmement rare de voir des grèves s'inscrire dans ce genre de méthodologie où il faudrait que les parties soient d'accord pour qu'un tiers intervienne et propose des solutions. On se rend compte que c'est très, très, très rarement le cas. 99% des conflits collectifs et des grèves finissant par un accord de fin de conflit, bien souvent. Ou alors c'est vraiment le blocage avec un enjeu local extrêmement fort. On est totalement englué et effectivement, il y a une intervention des pouvoirs publics et puis on essaie de trouver autre chose que le dialogue social ne fonctionne plus. Ça existe, hein, on peut dire que ça n'existe pas, mais d'ailleurs c'est prévu dans les conventions collectives, etc. Néanmoins, c'est pas comme ça que la plupart des mouvements de grève, qui statistiquement sont des mouvements assez courts, hein, et ils partent comme ils sont venus. Là, on parle de ces grèves qui suivent des fermetures de sites ou des réorganisations massives. Alors justement, la transition est parfaite. Donc les réorganisations, alors c'est un thème qui est extrêmement vaste, donc on va devoir le balayer très rapidement. L'idée, c'est pas forcément de revenir, enfin c'est pas de revenir sur le détail des règles, c'est simplement de comparer votre boîte à outils. C'est vraiment l'idée du quart d'heure, des 20 minutes qui vont suivre. Qu'est-ce que vous avez à votre disposition pour réorganiser l'entreprise, sachant que là, on parle de réorganisation sociale. Alors, la réorganisation sociale implique très régulièrement des départs de personnel, en fait, parce que vous le savez, la masse salariale, en fonction des secteurs d'activité, des typologies d'entreprise, c'est entre 30 et 60%, 70% des charges sur une entreprise. Donc très rapidement, lorsqu'il y a un besoin de faire des économies ou un besoin de sauvegarder sa compétitivité, ou d'améliorer le rendement, c'est pas un motif économique, mais en tout cas, c'est des contraintes business auxquelles vous êtes confrontés, on se tourne vers la masse salariale. Alors, donc on distingue les réorganisations à chaud, les réorganisations à froid. Bon, on parle que du PSE là, mais évidemment, vous avez encore une demi-douzaine d'autres procédures de licenciement, vous le savez, lorsque on est dans une entreprise de moins de 50 salariés, qu'on vise moins de 10 salariés. Mais s'il fallu présenter toutes les procédures, il aurait fallu une journée complète probablement. Donc pour simplement faire un focus sur le PSE, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut soit négocier un accord, soit s'il n'y a pas d'accord, on passe devant l'administration en soumettant un document unilatéral. La différence, on le verra dans un instant, elle est majeure puisque le contrôle de l'administration n'est pas le même, donc tout pousse à ce qu'il y ait des accords. Ce qui n'est pas forcément évident en termes de gestion de procédure parce que ces réorganisations, le temps de consultation du CSE intègre également le temps de négociation avec les organisations syndicales. Donc c'est entre 2 et 4 mois en fonction du nombre de licenciements envisagés.
Étant précisé que 2 à 4 mois, bon, c'est pas le temps de la procédure totalement parce que vous le savez, il faut préparer la documentation, il y en a pour des semaines, si c'est pas des mois avant et puis ensuite, une fois qu'on a, l'avis, du CSE et bien, il y a les délais administratifs, ensuite il y a les délais de reclassement, puis ensuite il y a les congés de reclassement donc tout ça prend évidemment, énormément de temps. L'intérêt, hein, du PSE négocié, c'est que, bah, tout simplement quand il y a pas d'accord avec les syndicats, le contrôle d'administration sera très lourd puisqu'il va observer les critères d'ordre et leur pondération. Il va regarder les catégories professionnelles. Or, on sait que les catégories professionnelles, c'est un sujet majeur parce qu'elles sont beaucoup plus larges que les simples postes. Et si on n'a pas d'accord, eh bien, et qu'on applique vraiment la jurisprudence et la loi, on se met en risque de devoir licencier des gens qu'on voulait absolument pas cibler ou qui occupaient un poste différent mais rattachable à une même catégorie professionnelle. Donc c'est un vrai bazar à organiser. Également, en l'absence d'accord, l'administration va observer de manière accrue, les moyens, du groupe, à l'aune des mesures du PSE, à l'aune des moyens du groupe. Donc tout milite pour qu'il y ait un accord. Statistiquement, l'administration valide beaucoup plus, des accords que des documents, unilatéraux. Mais la difficulté, c'est que, on le sait 9 fois sur 10, l'organisation syndicale ne va signer qu'1 semaine, 3 jours, la veille de l'expiration du délai CSE. Donc on est un peu à l'aveugle. On a un document qui va prévoir des catégories professionnelles maison, appelons ça comme ça, des critères d'ordre pondérés, d'une manière qui semble équilibrée, du côté de la société, qui fait l'objet d'échanges avec les syndicats, le CSE. Mais jusqu'au bout, on sera dans le flou quant à savoir s'il y a un accord et parfois, alors nous, de ce qu'on en a vu, assez souvent, on arrive à un accord, mais on a peut-être beaucoup de chance. Mais se retrouver sans filet, c'est-à-dire qu'on négocie pendant des semaines et des mois et 3 jours avant la deadline, on se rend compte, en fait, il faut changer tout le document parce que les catégories professionnelles et les critères d'ordre, ça va plus et on risque de se prendre un refus par administration. C'est extrêmement douloureux quand ça arrive. Hem Alors le PSE, en fait, on peut tourner ça dans tous les sens, hein. Il y a toujours cette dramaturgie, sociale, on en parle dans la presse. Mais la réalité quand même, c'est que pour organiser des départs contraints dans un délai restreint, ça reste, ce qu'il y a de plus simple. Tous les autres dispositifs, on va les prendre un par un, génèrent une certaine forme de contrainte. Alors c'est des bons dispositifs, ils sont pas mauvais, en soi. Simplement, pour certains, il faut absolument un accord, on peut pas aller de manière unilatérale. Pour d'autres, il faut du temps. Or, on n'en a pas forcément. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de dispositifs, à chaud et à froid. Mais bon, dans la pratique, assez souvent, on nous demande d'ouvrir la boîte à outils des différents dispositifs et on s'aperçoit que, je vais pas dire malheureusement parce que quand on organise un licenciement, l'employeur a toujours un peu le mauvais rôle, mais ça reste le dispositif le plus pratique. Alors, réorganisation à froid, pardon. L'accord de performance collective, d'abord, c'est un outil qui est hyper séduisant, fabuleux, alors qui a connu différents noms, et différents formats depuis 2013, parce qu'il a eu quelques ancêtres, mais je ne vais pas faire l'histoire là de l'accord de performance collective. L'intérêt, c'est que c'est un accord qui permet de modifier la rémunération, de modifier la durée de travail, de modifier le lieu de travail des salariés. Et en fait, c'est un accord qui modifie le contrat de travail des salariés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les syndicats sont OK pour signer cet accord, eh bien, on va vraiment modifier l'organisation de l'entreprise très en profondeur. On n'a pas besoin de motiver par des difficultés économiques, une sauvegarde, on n'a pas besoin de motifs économiques. Et la conséquence de cet accord, eh bien, c'est que les salariés qui ne sont pas d'accord, qui refusent la baisse de rémunération, la baisse de temps de travail, la modification de lieu, ils changent de site, eh bien, seront licenciés, seront un motif autonome de rupture. Donc ça a l'air fabuleux. C'est la liberté totale. Ça s'est basé, hein, sur les accords SMART dont on avait tant parlé il y a quelques années. En réalité, en fait, c'est un accord qu'on voit pas tant que ça. Pas tant que ça. Quand on regarde d'ailleurs sur les bases de données, ou quand on cherche, on voit qu'il y a beaucoup d'accords un peu Canada Dry. On va trouver des accords qui s'appellent accords de performance collective, mais il n'y a pas
tout le régime juridique de l'accord de performance collective, la conséquence ultime étant le départ du salarié insatisfait. Donc superbe outil, vraiment, mais honnêtement, on l'a présenté des dizaines de fois et c'est un outil qui sert beaucoup moins parce que, en termes de maturité syndicale et de culture, hein, tout simplement du dialogue, les syndicats en France ne s'engagent pas auprès de la direction à ce que certains de leurs collègues, camarades, perdent leur job. C'est vraiment aussi simple que cela. On a déjà vu, nous, des accords qu'on négociait et au moment de signer, il n'y avait plus qu'à signer, on a un refus de signature parce que les syndicats se rendent compte que ça va mal se passer pour eux aux prochaines élections. Il n'y a pas qu'en politique que ça arrive. Et donc, ils mettent l'accord à la benne. Le congé de mobilité, maintenant, assez rapidement, c'est un outil qui est extrêmement intéressant. C'est une forme de cousin du congé de reclassement pour les licenciements. On le voit beaucoup dans les accords de RCC. On le voit aussi dans les accords de GPEC, hein, qui est vraiment l'outil à froid par excellence qui permet d'organiser des départs, des transitions professionnelles, des formations longues qui permettent d'adapter les salariés à leur poste ou à un nouveau poste. On en voit beaucoup. C'est vraiment un très bel outil. Et donc, ça permet d'anticiper dans le temps une diminution des effectifs. Alors, parfois, on est tenté de mettre en place un accord GPSEC congé mobilité pour pas faire de PSE. C'est possible, simplement. Il faut quand même doser le timing parce qu'on n'est quand même pas très loin de la réorganisation et du plan de licenciement si on met un timing très court. Donc, il faut quand même pouvoir. Faut pas qu'il y ait d'opposition majeure côté élus et syndicats, sinon on risque fort d'avoir une contestation ou une suspension de la réorganisation. Ça peut être très dangereux, mais en tout cas, c'est un dispositif qui est extrêmement souple. L'autre intérêt également, c'est quand vous avez un accord de GEPC avec un volet, par exemple, de congé mobilité, il n'y a pas d'obligation d'obtenir la validation ou l'homologation par l'administration du travail. Donc ça, on reste vraiment entre les syndicats et l'employeur, ce qui simplifie aussi la donne. Voilà, bel outil qu'on rencontre beaucoup dans la pratique. Simplement, attention au timing que vous vous laissez pour la mettre en œuvre. Concernant la rupture conventionnelle collective, alors c'est la star absolue des dispositifs de réorganisation à froid, outil tout à fait performant. Il faut un accord. Si vous n'avez pas d'accord, vous n'avancez pas. On cible, il y a un cahier des charges hein, qui est prévu par le Code du travail. Avec combien de départs, quelle population concernée, quel package de départ. Enfin, il y a une dizaine d'items à remplir. C'est pas très compliqué. C'est très bien fléché par le Code du travail. Donc on en voit beaucoup hein, régulièrement des accords. Nous, on a aussi pu voir des contentieux, parce qu'on est là pour accompagner le contentieux sur des accords de RCC, notamment de populations qui étaient exclues du dispositif, et la question se posait de savoir si c'était discriminatoire ou pas. Vaste sujet. L'autre intérêt de la RCC, c'est qu'il n'y a pas de motif économique. Comme il y a un accord, eh ben, on retrouve la logique du PSE, donc contrôle très restreint de l'administration. Et donc, en théorie, on peut avoir une RCC qui va être d'un coût inférieur à celui d'un PSE. La difficulté maintenant quand même de la RCC, parce que ça a l'air vraiment tout beau, on en mangerait. La difficulté quand même, c'est que quand vous êtes dans une situation où vous devez réduire les effectifs et que vous n'avez pas envie de vous cogner le PSE parce que c'est lourd à porter psychologiquement aussi pour ceux qui le mettent en œuvre. Alors on n'y pense pas hein, et puis les gens n'ont pas de larmes, mais malgré tout, vous pouvez avoir une forme de refus d'obstacle sur un PSE, ça s'est vu, et vous pouvez vous tourner vers la RCC. Problème de la RCC, on vous fait négocier pendant des semaines ou des mois, et à la fin, les syndicats ne signent pas. Vous êtes au point zéro. Donc, vous avez perdu du temps, et vous allez devoir lancer votre PSE. L'autre effet qui se coule, toujours un deuxième, au moins, c'est que vous avez négocié, pour avoir une signature, vous avez mis de l'argent et des mesures de repositionnement pour que ce soit attractif. Et qu'est-ce qui se passe si vous amorcez un PSE à la suite de l'échec des accords RCC? On risque de vous attendre, dès le début des négociations,
avec un package équivalent à celui de la RCC. Alors, ça peut au fond accélérer parce qu'on n'est pas sur du poker menteur sur les mesures, mais il peut y avoir une volonté d'une forme d'effet cliqué dont vous pouvez avoir beaucoup de mal à vous départir. Troisième point, le PSE, on organise le nombre de départs contraints qu'on souhaite. On peut avoir un volet départ volontaire, et j'ai vu des plans où il y avait des centaines de postes supprimés et où à la fin, aucun licenciement contraint parce que tout le monde partait en départ volontaire. Ce qui laisse songeur sur la dramaturgie du PSE, surtout quand on a des contentieux de gens qui se plaignent de ne pas avoir été autorisés à partir en départ volontaire, mais c'est un autre sujet. Le risque de la RCC, c'est que si vous n'avez pas bien dosé les mesures, et là, vous êtes totalement à l'aveugle, hein, eh bien, imaginons que vous voulez organiser 100 départs, vous en avez 30 qui s'en vont. C'est un succès, vous en avez 30, mais vous en manque 70 quand même. Donc, vous risquez de devoir mettre en œuvre un PSE parce que vous aurez mal ciblé votre accord de RCC. Ce qui peut vous inciter à mettre le paquet en termes de mesures sociales, mais si vous mettez le paquet, eh bien, il y aura l'effet cliqué si vous n'arrivez pas à un accord pour un PSE, et si vous mettez le paquet, ça peut vous coûter autant qu'un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, superbe outil, mais toujours garder en tête le coup d'après et l'éventuel PSE ou si la RCC ne produit pas son effet utile. Dernier item de réorganisation à froid, le plan de départ volontaire autonome. Le plan de départ volontaire autonome, ce n'est pas la RCC, ce n'est pas non plus le plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit un volet de plan de départ volontaire, ça vous connaissez. Le plan de départ volontaire autonome, au fond, c'était l'ancêtre de la RCC qui lui a survécu et qu'on peut mettre en œuvre parfois parce qu'on n'arrive pas à un accord. Alors c'est tout à fait possible. On le voit encore, mais on le voit quand même beaucoup moins. Il a été dévoré vivant par le PSE avec volet plan de départ volontaire et qui permet de respecter un timing et d'avoir le nombre de postes contraints souhaités, et la RCC qui a le rôle de la réorganisation socialement sympathique. Donc, on peut le faire, simplement il faut suivre la procédure des PSE, c'est-à-dire qu'on passe devant l'administration du travail. On n'est pas obligé d'avoir un accord collectif, on peut faire un PDVA unilatéral, mais là encore, évidemment, les salariés doivent être libres ou contraints de quitter l'entreprise ou pas. Sinon, ça s'assimile à un PSE au sens strict qui serait déguisé. Et donc l'inconvénient, on retrouve l'inconvénient de la RCC, vous mettez en place un accord, vous mettez en place un PDVA, que ce soit par accord ou de manière unilatérale. Si derrière vous n'avez pas suffisamment de départ, vous devrez enclencher un PSE, vous aurez perdu beaucoup de temps. Donc honnêtement en France, on a une boîte à outils qui est assez étoffée. On peut toujours faire des réformes, hein, le législateur est là pour nous aider à trouver de nouvelles idées, mais très sincèrement, les outils, ils existent. On a toujours de quoi proposer aux entreprises, aux donneurs d'ordre. Simplement, il faut choisir le bon outil parce que il n'y a rien de pire que de prendre le mauvais outil pour mener à bien la réorganisation. Voilà, très rapidement, donc, et ce comparatif des mesures de réorganisation à votre disposition. Passons maintenant au CSE, la consultation des expertises, puisque en temps de crise, les difficultés peuvent se cristalliser aussi à ce moment-là. Parce que si l'on négocie des accords, des mesures RCC avec les syndicats, on doit à un moment donné bien souvent se retrouver devant le CSE qui, lui, doit être informé et consulté lors des projets d'envergure affectant la vie de l'entreprise. Et cette consultation du CSE peut générer plusieurs difficultés qu'il faut savoir anticiper, ou en tout cas peut cristalliser les difficultés aussi. Le premier point, c'est que cette information consultation qui a quand même très très souvent lieu lorsqu'on va lancer un projet de réorganisation ou lorsqu'on est face à des difficultés, un mouvement de grève ou autre qui fait suite à une modification des conditions de travail, le CSE est quasi systématiquement consulté. Le principe, c'est que le CSE, il a 1 mois pour rendre un avis. 2 mois si un expert est nommé, on va y revenir ensuite, et 3 mois si on est dans une entreprise avec des CSE d'établissement, des CSE centraux. L'avis rendu
par le comité d'entreprise n'est pas liant. C'est-à-dire qu'on va consulter le CSE, mais peu importe l'avis qu'il donnera, l'entreprise peut avancer. En revanche, recueillir cet avis peut présenter des difficultés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces délais de 1 mois, 2 mois, 3 mois dont on a parlé, ils débutent lorsque le CSE, l'employeur, a fourni ce que l'on appelle des informations suffisantes sur le projet au CSE pour qu'il puisse se prononcer. Et c'est sur ce point-là que peuvent se présenter les difficultés. Parce que dès lors que le CSE ne serait pas consulté, ou en tout cas les informations données ne seraient pas suffisantes, alors le CSE a ce pouvoir de nuisance extrêmement important, c'est qu'il peut saisir le juge des référés en disant qu'il ne dispose pas d'informations suffisantes pour rendre son avis, et le juge des référés va, demander, enjoindre l'employeur à donner des documents, 2, suspendre le délai dans lequel il rend un avis. Et pourquoi c'est contraignant? Parce que l'avis du CSE, il est un préalable au déploiement de la mesure et du plan. Et donc, si le juge des référés suspend cela, l'employeur, le projet et le déploiement du projet est totalement suspendu. On ne peut plus lancer les mesures que l'on prévoyait et le calendrier est nécessairement largement entamé par la procédure judiciaire. Sachant que pour ceux qui l'ont vécu, ils le savent, hein, le juge des référés, en fait, l'audience va s'organiser dans un délai d'1 mois à 1 mois et demi. Ensuite, il y aura une mise en délibéré, ça prend toujours un peu de temps. Donc en fait, entre le moment où vous êtes menacé, d'une action, où il y a une saisine et où vous avez une décision, en espérant qu'elle soit bonne pour l'entreprise, s'écoule bon an mal an 2 mois. Donc votre projet, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Parce que le juge, il n'est pas encore prononcé, la suspension. Alors est-ce que vous avancez? Mais si vous avancez finalement, là, on est totalement embarqué dans le délit d'entrave, ou est-ce que, on attend la décision du juge? Mais finalement, il faut un peu occuper le terrain, donc ce qui peut aussi arriver, c'est que le dialogue social se poursuit et si ça se passe bien, on arrive à désamorcer et à pas aller voir devant le juge. Parce qu'en fait, la suspension et le juge des référés, il y a pas de bonne décision. Parce que même si on gagne, alors on est content, hein, évidemment, faut faire les malins. Mais au fond, on a perdu 2 mois, facilement, et c'était pas ce qui était souhaité, au départ. Donc ça pousse à maintenir le dialogue et on a eu des dossiers comme ça, où le juge des référés a été saisi et où, in fine, il y a eu un désistement de la part de l'organisation, du CSE, pardon, parce qu'en fait, entre-temps, on avait trouvé un terrain pour, avancer de manière constructive. C'est pas toujours le cas, mais on y parvient, oui. C'est un moyen de pression supplémentaire dans le cadre de négociations, par exemple, que peut utiliser le CSE pour gagner, pour bloquer, pour gagner du temps. Et effectivement, l'entreprise vous souhaitant avancer va peut-être lever ou en tout cas renoncer à certains points et faire droit à certaines revendications des élus sur ces sujets-là. Parce qu'en fait, c'est les délais de consultation, alors on les reverra dans un instant, mais vous les connaissez. Et c'est vrai que le délai, il y a une forme pas d'abus de langage, mais d'abus de pratique, hein. On a toujours tendance à dire que le délai il court à partir de la réunion. On dit, bah, il y a une réunion le 27 juin, et ben, le 27 juillet, terminé. On va voir que c'est plus long que les experts, bien sûr. Mais en fait, et ça se passe beaucoup comme ça, mais ça reste étonnant parce que c'est pas ce que dit le texte, hein. Le texte, c'est 1 mois à partir du moment où les gens ont les documents, où le projet a été présenté. Donc, il s'avère que si, les élus jouent, au jeu selon lequel, considèrent que l'employeur n'a pas transmis suffisamment d'éléments, on peut avoir un débat et on commence à avoir des arrêts sur le sujet, sur la date à laquelle le délai d'1 mois, commence à courir. C'est pas forcément la première réunion de présentation du projet. Contentieux, naissant, contentieux très dangereux et glissant, et la Cour de cassation, on suit ça de près parce que là, on a une forme de pratique un peu tribale, hein, au niveau national, mais c'est pas totalement conforme au texte. Donc pour le moment, tout va bien, mais suivez ça de près et en tout cas, faut pas lancer une consultation, en étant trop léger parce qu'on pourra, jouer la montre, si nécessaire. En fait, préparer surtout sur les projets majeurs. Donc, bien évidemment que si on s'installe dans cette procédure contentieuse, le risque est également de payer des dommages-intérêts au CSE et de qualifier un délit d'entrave qui est une amende administrative.
Maintenant, revenons aux expertises, puisque bien souvent dans le déploiement de ces projets-là, le CSE souhaite être accompagné d'un expert qui va rendre un rapport sur la situation et la légitimité, entre guillemets, de la proposition de l'employeur. En tout cas, qui va reprendre les points et étudier le sujet. Un expert peut être nommé dans différentes situations. Elles sont présentes dans le tableau, je ne vais pas revenir une à une dessus, mais il faut avoir en tête qu'on a deux cadres principaux qui sont les projets importants, les modifications, les conditions de santé, de sécurité, les conditions de travail, qui sont le point le plus mobilisé lorsqu'on a un projet ponctuel et le déploiement d'un projet ponctuel. Ces expertises, elles sont payées, il faut l'avoir en tête, en partie, voire en totalité, par l'employeur, en fonction des cas. Mais c'est quand même l'employeur qui assure qui assure la majorité du financement, puisque vous pouvez le voir dans le tableau, selon les cas, c'est 80% employeur, 20% CSE ou 100% employeur. Deux types d'experts, les experts comptables, les experts habilités. Il faut savoir que c'est très normé, il y a des cabinets qui font ça, qu'on retrouve très souvent dans les dossiers et que l'on retrouve. Donc, c'est ces 3 points. 1, le CSE, on est face à un projet qui modifie les conditions de travail. Le CSE peut nommer un expert. Cet expert est souvent est payé par l'employeur en très grande majorité. Et il reporte le délai de consultation d'1 mois. Comment ça se passe lorsque l'expert intervient? Dès lors que le CSE a pris la décision de nommer un expert, il le désigne. L'expert demande dans un délai extrêmement bref, dans un délai de 3 jours, toutes les informations nécessaires à la réalisation de sa mission et l'employeur répond ensuite avec l'ensemble des éléments. Vraiment, dans le cas des expertises, il faut avoir en tête 2 points. C'est qu'il faut être extrêmement vigilant sur la lettre de mission de l'expert, c'est-à-dire la lettre qui va encadrer l'objet de son intervention et pour bien identifier qu'elle soit conforme à la situation ou en tout cas voir si parfois il y a des choses que l'on ne veut pas voir, etc. Bien identifier que les délicatesses que l'on connaît dans peut-être le déploiement de notre projet soient cadrées, bornées, en tout cas qu'on n'ait pas de surprise. Et 2, sur les documents sollicités. Il faut avoir en tête qu'un expert a quand même accès à un nombre extrêmement important de documents, qu'il a globalement accès aux documents auxquels peut avoir accès un CAC, un commissaire aux comptes. Donc, c'est-à-dire une liste très exhaustive de documents qu'il peut solliciter. Et puis on a des débats hein, oui. Régulièrement avec les experts sur quels documents sont nécessaires à sa mission, mais le scope est assez large. Et en fait, la jurisprudence nous dit que c'est lui qui estime ce dont il a besoin. Et puis, la question, c'est aussi les documents qui émanent de l'étranger, hein, dans les groupes internationaux. Les fameux PV du board, bon, c'est un sujet de discussion, mais il y a des entreprises au sein desquelles il y a des accords. On passe un accord avec le droit syndical ou une forme d'accord avec le CSE qui va définir la procédure, peut être signée par l'expert si c'est toujours le même, qui définit un mode opératoire qui permet d'apaiser les tensions sur ces sujets. Donc, un point sur les délais. Je vais passer rapidement. Il faut avoir en tête que c'est en général, si on est dans une configuration simple, 2 mois. L'expert est très rapidement nommé. Dans les 15 premiers jours qui suivent le début du délai, il va avoir les éléments. Il va devoir rendre son rapport 15 jours avant que le CSE rende son avis. Donc, c'est globalement une mission qui va durer 1 mois, 5 semaines, pour balayer l'ensemble des questions, produire son rapport, le présenter au CSE, avant que celui-ci rende son avis définitif sur le projet de réorganisation ou en tout cas l'objet sur lequel il est consulté. Bon, sur le respect de ces délais, alors bon, d'abord, par exemple, lorsqu'on est en PSE, assez souvent, on aménage les délais légaux en signant un accord de méthode. Et l'accord de méthode prévoit bien des dates. Donc, comme on donne du temps au temps, ça permet
permet de caler un calendrier plus souple, y compris pour l'expert. Deuxième observation, même sur ces délais là, légaux, bon, les délais sont quand même respectés par les experts parce qu'en fait, ils ne veulent pas se retrouver dans la situation où ils plantent totalement une procédure, mais ensuite, lorsque ça se passe mal, ils pourront considérer qu'en fait, eh bien, ils n'ont pas eu les éléments assez tôt, parce qu'encore faut-il, il y a des documents, l'entreprise les a pas sous la main tout de suite, ou a un peu de mal à les lâcher si on se dit tout. Et donc, le jeu de l'expert pourrait consister à dire au CSE: «J'ai pas pu faire ma mission, je peux pas rendre», et là, le CSE va dire: «Bah, écoutez, on n'a pas les éléments, donc le délai ne court pas et je demande la suspension», et là, on discute pour une rallonge. Mais bon, mis à part ces cas, pathologiques, hein, mais on est là pour parler des crises dans les relations sociales, donc on en parlera après avec vos observations et questions. Dans les cas classiques, les délais sont respectés. Voilà. Dernier point sur les expertises, il faut savoir qu'il y a un contentieux assez spécifique de l'expertise qui peut porter sur plusieurs objets. Le premier, c'est la nécessité de l'expertise. Est-ce que oui ou non le CSE peut, dans telle ou telle configuration, nommer un expert? Le deuxième, c'est le choix de l'expert, puisqu'il doit répondre à un certain nombre de critères. Le troisième poste sur lequel il peut y avoir contentieux lors d'une expertise, c'est le coût prévisionnel, puisque l'expert doit donner au moment de son intervention un coût prévisionnel. Et enfin, le dernier point, c'est le coût final. Il faut avoir en tête que tout va très vite en matière d'expertise. On est dans des délais encadrés et nous n'avons que 10 jours à compter du moment où nous avons connaissance de la situation pour déclencher ou en tout cas saisir le juge si l'on veut contester. C'est extrêmement bref, il faut se positionner rapidement. C'est des contentieux aussi assez lourds, donc il faut les anticiper. Donc c'est très particulier, c'est assez rare et il faut avoir en tête, enfin c'est pas assez rare, pardon, mais il faut avoir en tête évidemment que si on part en contentieux sur l'expertise, c'est encore une fois du temps perdu pour le déploiement du projet. Donc, c'est aussi des choses sur lesquelles il faut réfléchir quand on est en difficulté, délicatesse, et voir, notamment dans la communication des documents ou autre, ou toute autre situation, si le jeu en vaut la chandelle, entre guillemets, pour l'employeur, puisqu'évidemment, si l'on conteste, on va perdre le temps, ou en tout cas le calendrier prévisionnel que l'on avait pu fixer. Ensuite, ça, effectivement, ça c'est sur les réorganisations. Si le CSE considère qu'il y a un risque grave, voilà. Et que vous considérez qu'il n'y a pas de risque grave, bon, bah, vous avez tout intérêt à contester. Après, il y aura un débat sur les pièces, hein, par exemple, en matière de risque grave, en matière de risques psychosociaux. On le sait, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque. En fait, c'est le principe des RPS. On peut dire qu'il y a un niveau de risque qui est très faible, qu'il n'y a pas de risque grave, mais pas que le risque n'existe pas. C'est totalement absurde. Donc, on peut avoir un débat sur qu'a fait l'employeur. La difficulté, par exemple, avec l'expertise pour risque grave, hein, ce que j'en ai vu, c'est que une fois qu'il y a eu une expertise par le passé pour risque grave sur un sujet donné, c'est très compliqué pour un juge de dire non, pas cette fois-ci. C'est une forme d'espèce de tâche, pas indélébile, mais il faut quand même frotter très fort pour qu'elle s'en aille. Donc c'est des contentieux, oui, bah, qu'on a, hein, régulièrement. Heureusement, c'est pas la norme, mais ça arrive assez souvent. Sur le fond, bien sûr, le choix de l'expert, pas vraiment, sauf si vraiment, c'est un peu n'importe quoi, c'est quelqu'un qui est pas agréé, mais bon, faire un contentieux parce qu'on a nommé un expert qui vous va pas, ça peut plutôt inciter le juge. Enfin bon, c'est théorique. C'est théorique. Le coût, en revanche, ça c'est intéressant parce que l'expert, alors j'hésite entre c'est moins cher que gratuit ou c'est gratuit jusqu'à la caisse, je ne sais pas, mais on sait que les coûts se sont envolés ces dernières années. Donc, il y a des contestations sur le coup et bon, il faut savoir que les juges, ont souvent tendance à donner un petit rabais et généralement, si on menace d'aller voir le juge, on obtient une baisse du prix. Mais c'est une discussion qui peut se faire au début, lorsqu'il y a une discussion sur le coût prévisionnel, l'étendue, la durée d'expertise. On peut aller voir le CSE en disant: «Écoutez, là, honnêtement, c'est quoi? C'est le package complet, il y a peut-être pas besoin de ça». Parfois d'ailleurs, sur les expertises à coût partagé, on peut dire: «Écoutez, si vous réduisez le scope, on prend tout», donc il y a de la négo à ce moment-là, c'est assez intéressant. Et sur la contestation du coût, d'une manière générale, là, c'est assez stratégique parce que si vous avez des relations raisonnablement bonnes ou pas trop mauvaises, en fonction
la manière dont vous voulez présenter les choses avec l'expert, vous n'avez peut-être pas intérêt à vous l'impacter sur sa facture. Si en revanche, de toute façon, tout se passe mal, bon, bah, foutu pour foutu, on peut le faire. J'ai une discussion il n'y a pas très longtemps avec une consoeur qui me disait, moi, je le conteste systématiquement pour une entreprise parce qu'en fait, ça se passe tellement mal que on sait qu'il y a le contentieux du coup de l'expertise à chaque fois. Là où nous, ce que l'on voit de notre pratique, on le fait beaucoup plus rarement parce que le prix, le coût, en fait, ça fait partie du global, ça fait partie de la négo. Voilà, sur les experts, on arrive au dernier thème de notre présentation avec une maîtrise, vous avez remarqué, totale du timing. Alors, les droits d'alerte. Je ne sais pas si ça picote ou si ça gratouille, mais en tout cas, ça peut être assez urticant quand on est de l'autre côté de la barrière. Il y en a plusieurs hein, qui sont ouverts aux élus, aux salariés, aux syndicats. Il y a le droit d'alerte en cas d'atteinte aux personnes. Le célèbre, la star des droits d'alerte, le DGI. Le droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement, le droit d'alerte économique et le droit d'alerte social. Voilà le menu pour ce dernier bloc. Alors, l'atteinte aux personnes. On va voir que les procédures sont assez différentes entre ces différents types d'alerte et ça va expliquer pourquoi, je dévoile tout de suite, je fais aucun mystère, pourquoi le DGI est beaucoup plus utilisé que les autres. Alors d'abord, atteinte aux droits des personnes, donc c'est santé physique, mentale, liberté individuelle dans l'entreprise. L'article est plus long que ça, hein, le 23-12-59, parce qu'on va parler de harcèlement, de discrimination. Donc c'est à la fois assez ciblé, mais relativement large. L'employeur est saisi par un membre du CSE et normalement, il y a une enquête sans délai avec le membre du CSE qui est saisi. Alors, parfois, ça donne lieu à des tractations, parce que celui qui saisit, c'est pas celui qui veut faire l'enquête, donc on discute, oui, mais c'est pas le texte. Bon, la nature, la vie trouve toujours un chemin, y compris en droit du travail. Donc, normalement, sauf à ce qu'il y ait une contestation, l'enquête peut se dérouler. Mais parfois, il peut y avoir une forme d'instrumentalisation de l'enquête, où c'est finalement faire l'enquête, ça génère plus de tension qu'autre chose. Et donc, en cas de carence de l'employeur ou divergence sur l'atteinte, si l'employeur dit non, mais écoutez, là, ça fait 8 fois que vous venez, non, non, on va faire une 8e enquête, c'est terminé, ou on n'en fera pas, parce que de toute façon, tout ça, c'est de l'instrumentalisation, eh bien, le salarié ou le membre du CSE peut saisir le conseil de prud'homme en la forme des référés pour faire cesser l'atteinte. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas à l'employeur d'agir, c'est aux salariés de saisir le conseil de prud'homme, mais le conseil de prud'homme, même statuant en référé, pareil, en fonction des juridictions, ça peut prendre plusieurs semaines ou mois. Bon, généralement, c'est comme c'est les référés, on en prend pour un mois et demi. Mais bon, c'est pas forcément plus intuitif, c'est pas forcément très intuitif. Donc, on le voit de temps en temps, ce droit d'alerte, mais finalement, ça fait souvent pchit, hein, pour reprendre le propos d'un ancien président de la République, qui lui aussi d'ailleurs a procédé à une dissolution. Ça fait pchit parce que saisir le conseil de prud'homme, c'est trop contraignant pour les élus. En fait, ils se tournent donc plus volontiers vers le droit d'alerte en cas de danger grave imminent, qui est la voiture balai ultime. Vous le savez, donc il y a une consultation sur un registre qui est dédié, qui a un nombre de pages, qui a le tampon du CSE, où il faut indiquer quels sont les postes concernés, la nature et la cause du danger, le nom des travailleurs exposés. C'est pas toujours totalement carré hein, dans la consignation, parce qu'on n'a pas toujours le nom, où on va nous dire c'est tout un service, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on ne sait pas. Mais bon, la question c'est est-ce qu'il faut avoir un débat sur la manière dont on remplit le registre? On peut le faire, et là n'est peut-être pas l'essentiel, enfin en tout cas c'est une question de stratégie. Ensuite, rebelote, enquête de l'employeur avec le monde concerné. Alors je fais une petite incise hein, sur le monde des enquêtes. Un certain nombre de professionnels des RH ou des entreprises nous disent régulièrement qu'en fait leur vie a changé ces dernières années parce qu'il y a tellement d'enquêtes qu'ils deviennent enquêteurs, ils n'ont plus le temps pour faire autre chose et c'est abominablement chronophage. Donc on voit fleurir au sein des grands groupes hein, des personnes qui sont dédiées aux enquêtes, qui se déplacent partout en France pour les suivre en fonction des entreprises. Il y a des élus qui sont très très friands de cela.
Et donc, bon, bah, il faut s'organiser en conséquence, hein, c'est comme ça. Et tout ça fait lien avec la compliance, hein, qui est un immense fourre-tout qui fait un peu peur et qui dévore toutes les branches du droit euh, par contagion. Donc, enquête, on l'a vu pour l'atteinte aux droits des personnes, enquête en DGI. Si on n'est pas d'accord, alors là, c'est beaucoup plus intéressant pour le CSE, puisqu'il y a une réunion du CSE qui se tient dans les 24 heures. Si vous voulez pas faire l'enquête, il faut réunir ce CSE dans les 24 heures, sinon ben, on se place dans une situation potentiellement manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, éventuellement en fonction de ce qui s'est passé. Alors si c'est pas avéré, très bien, mais si c'est vraiment grave, bon, vous allez me dire si c'est vraiment grave, on réunit le CSE, mais on n'est pas très très loin du délit d'entrave, on n'est pas très très loin de la faute inexcusable. Ensuite, les 24 heures, c'est compliqué parce que parfois le CSE vous-même va vous dire ah bah non, on peut pas réunir tout le monde et on veut pas faire de visio. Donc, parfois, bah, par accord plus ou moins tacite, échange de mails, on ne respecte pas le délai de 24 heures, mais voilà, il faut se baquer avec un écrit, il faut pas jouer. Et si, une fois qu'on est passé devant le CSE, il n'y a toujours pas d'accord, eh bien, on va voir l'inspection du travail et la CARSAT qui vont venir à la réunion suivante, s'ils n'ont pas déjà été saisis par le CSE. Donc, on est dans ce genre de situation quand même dans une seringue, hein. On est en tenaille. C'est l'employeur qui doit agir donc en réunion de CSE, en réunissant pardon, le CSE. L'inspection du travail n'est pas très très loin. Et puis, bon, bah, le danger grave et imminent, ça va bien, ça se marie remarquablement bien avec l'expertise pour risque grave. Les dispositifs ne se recoupent pas totalement, mais bon, il y a quand même, on peut adjoindre l'utile à l'agréable avec les deux procédures, hein. Vous voulez pas faire l'enquête, le CSE se réunit, dit bah, écoutez, c'est très bien, vous avez parfaitement raison, hein, il y a un débat, on va nommer un expert. Et là, vous êtes parti, vous dites mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas fait cette enquête? Donc redoutable, mais vous le savez déjà. L'enquête en matière de santé publique et d'environnement, c'est un dispositif autonome qui vient juste après le danger pour risque grave. C'est la même partie du code. Alors, ça a été créé en 2013, ça a été modifié en 2016 avec la loi Sapin et même modifié en 2022. C'est un dispositif hein, qui vise vraiment les produits des entreprises. Alors, c'est pas uniquement ce qui est produit par entreprise. Ça peut être vous, si vous utilisez sur votre site un produit qui va être polluant avec un risque pour la santé publique et l'environnement, eh bien, on est dans le cas de ce droit d'alerte-là. Donc c'est et alors, en termes de définition, hein, l'environnement n'est pas défini, la santé publique, non plus. La santé publique quand même, hein, il y a public après santé, donc la logique, c'est que, ça ne concerne pas que les salariés de l'entreprise, hein. C'est vraiment le rejet dans l'atmosphère, les fumées, c'est, le cours d'eau qui risque d'être pollué, c'est la nuisance très forte pour les habitations alentours, il n'y a pas besoin que ce soit un risque, national. Donc, dispositif qui existe, qui fait l'objet d'assez peu de saisines, en tout cas d'assez peu de contentieux, alors que très sincèrement, en tant que citoyen, on peut se dire que c'est tout à fait louable hein, qu'il y ait ce droit d'alerte. On ne peut pas dire autre chose, mais il est moins usité que le DGI qui dévore tous les autres parce que l'employeur peut dire, mais attendez, on n'est pas dans la santé publique, mais qu'est-ce que c'est l'environnement? Et puis, bon, l'examen, la situation est examinée par l'employeur avec le membre du CSE. C'est pas réellement une enquête. L'employeur est libre de ce qu'il, de ses conclusions. Il informe simplement des suites le CSE. Il n'y a pas d'obligation de consulter. Donc finalement, c'est beaucoup plus cool, c'est très paradoxal, que le DGI. Donc vraiment un droit d'alerte extrêmement intéressant, mais en pratique, pas très utilisé. Avant-dernier droit d'alerte, le droit d'alerte économique, bon, qui peut précéder une réorganisation. Il y a une inquiétude, il y a une tension, il y a une préoccupation autour de la situation économique de l'entreprise. Le CSE demande des explications à l'employeur. C'est mis à l'ordre du jour de droit de la prochaine séance du CSE. Et si le CSE n'est pas convaincu, il fait un rapport. Il peut être assisté par l'expert et ce rapport peut être transmis à l'organe de direction. Alors, en fonction des typologies de société, hein, surveillance administration, les SA, ou les associés de la société pour les autres formes sociales.
À la suite de cela, eh bien, les prochaines réunions de l'organe social, question est inscrite là aussi de plein droit à l'ordre du jour. Et puis, l'administration, enfin la direction, fait une réponse motivée au CSE dont prendra naturellement connaissance l'expert s'il a été nommé. Généralement, dans ce cas-là, il est nommé. Voilà, l'idée, c'est de se dire, bon, on va aller plus loin que les RH et plus loin que le manager qui est présent, on va directement taper aux mandataires sociaux ou aux associés pour faire part de leurs préoccupations et avoir des réponses. Ça peut être le cas sur des questions de vente d'entreprise, hein. Par exemple, l'entreprise va pas bien, il y a des rumeurs, et puis en CSE, on ne sait rien, on est totalement en blackout. Donc côté CSE, on va lancer ce droit d'alerte pour faire un peu tomber, pour secouer le cocotier. C'est un petit peu l'idée. Droit d'alerte sociale, enfin, alors là, c'est très centré sur les contrats dits précaires, hein. Vous avez deux modules. Le cas d'accroissement important du nombre de titulaires de CDD et d'intérimaires. Et là, le CSE met le sujet en priorité lors de la réunion suivante. Et lors de la dite réunion, l'employeur va communiquer le nombre de CDD et d'intérimaires, les motifs, le nombre de journées de travail accompli par les intéressés. Premier module. Deuxième module, le CSE a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif au CDD. Et là, il saisit l'inspection du travail directement et l'employeur, bien, il va communiquer le rapport de l'inspecteur et sa propre réponse au CSE. Bon, là, on est dans les hypothèses où il y a un cas de recours qui est massif au contrat précaire. Alors, soit il n'y en avait pas, il y en a beaucoup, soit il y en a eu, mais finalement, ça justifie moins, mais l'employeur continue d'avoir recours à ce type de contrat. Alors, bon, les contrats d'usage, ça existe, mais ça a parfois bon dos. Le surcroît temporaire d'activité, quand ça fait 10 ans qu'un tiers de vos effectifs, c'est des intérims, ne souriez pas, celles et ceux qui ont eu des entreprises dans cette configuration-là, il y en a beaucoup plus que ce qu'autorise la loi, mais c'est une réalité. Et puis également, lorsqu'une réorganisation se profile, il y a quand même une vraie difficulté, c'est-à-dire que le CDD, l'intérimaire, dans le contrat prend fin qui n'est pas renouvelé, et derrière il y a un PSE, cette population peut demander une requalification en CDI et à bénéficier donc directement du plan le cas échéant. Donc c'est potentiellement explosif qui peut justifier le recours à ce droit d'alerte sociale. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur cette thématique de gestion de crise. Maintenant, on prend toutes vos questions. Un grand merci, Alexandre et Michael, pour cette très belle intervention, super complète. On a effectivement eu pas mal de questions, donc je vais essayer de me faire le porte-parole de nos participants qui ont atteint, ils étaient proches de 80 participants à vous suivre. Donc vraiment, merci beaucoup. Comme toujours, vous avez été très présents. Le premier thème qui a généré le plus de questions, c'est les grèves. Je suis Alors, étonné, la grève, surprise. ouais. Ouais, toujours. Il y a toujours une anxiété hein, à gérer la grève. Alors, la première question. Si les représentants syndicaux sont absents d'une entreprise, notamment pour les petites entreprises qui n'ont pas d'obligation, qui les remplace? C'est-à-dire si absolument personne, en fait, non. Ouais. Une petite entreprise où le staff se met en grève alors qu'il n'y a pas de représentants syndicaux. C'est quoi? C'est eux qui décident de quelqu'un dans l'équipe pour faire face à la direction? Comment ça se passe? Ah bah oui, bah, c'est souvent ce qui se passe. De toute façon, c'est pas, il y a forcément quelqu'un qui a donné l'idée, il y a toujours un leader, un meneur, hein. Donc, bah, simplement, ce n'est pas quelqu'un, qui est protégé, enfin, au sens, représentant du personnel, représentant, syndical, mais Oui. ça peut être quelqu'un avec qui, on discute et parfois, la personne qui souhaite discuter avec les directions n'est pas la personne la plus constructive, donc on peut aller chercher quelqu'un d'autre, ça laisse un peu de souplesse. Un peu plus de Heu, liberté. Oui. Faire redescendre là, c'est pas parce qu'on vous pousse quelqu'un dans les bras avec qui discuter qu'au fond, tous les autres salariés le considèrent comme, le grand leader, qu'il faut suivre. Au contraire, peut-être que d'autres considèrent que la position est un peu dure. Donc là, ça devient un jeu, au fond, un peu plus ouvert
qu'avec les syndicats, où là, c'est assez classique. On peut discuter aussi avec les salariés, mais il y a ces figures imposées. Puis si on veut un accord de fin de grève, il va bien falloir les signer avec les syndicats. Dans les entreprises qui en sont dépourvues, c'est un peu plus ouvert pour essayer de trouver le bon interlocuteur Ok, politique. ok. Deuxième question sur les droits de retrait. Sont-ils considérés comme grève? Alors le droit de retrait, en principe, le problème c'est que ça va s'articuler, c'est-à-dire la grève pour des revendications, on veut plus de salaire. Là, évidemment, c'est pas l'exercice d'un droit de retrait. En revanche, lorsqu'on est dans une situation dans laquelle il y a une grève parce que, on considère que l'employeur ne respecte pas des conditions de sécurité. Il y a eu un accident, mortel, un accident très grave qui intervient sur un site. Bon, là, il pourrait y avoir un exercice de droit de retrait, mais c'est pas 300 personnes qui vont, exercer leur droit de retrait. Tout le monde ne sera pas crédible. Faut quand même Oui, faut quand même être raisonnablement proche de la situation de risque grave. Donc oui, ça peut s'articuler avec la grève. C'est pas du droit de grève et c'est pas pour tous les grévistes. d'accord. Oui, et c'est D'accord. deux principes autonomes l'un de l'autre. C'est Oui, potentiellement, juridiquement aussi, à proprement parler, on peut exercer son droit de retrait à titre individuel. Et effectivement, si l'on s'inscrit dans un cadre où on est face à une grève en raison de problèmes liés aux conditions de travail, tout ça va s'articuler. parce que, en revanche, hein, j'exerce mon droit de retrait parce que je vais manifester contre les retraites ou ce qui viendra. Mhm. Là, en fait, on est dans un cas, alors je prends vraiment, pardon, la tarte à la crème, hein, parce qu'il y a plein de zones grises, évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Là, dans ce cas-là, on n'est pas du tout dans l'exercice d'un droit de retrait et on tangente l'absence non Ouais, autorisée. ouais, ouais. Ok, ok. J'ai un rebond sur la partie des représentants auprès de la direction. On me dit collectif, activiste, action directe. Les syndicats sont souvent dépassés quand se créent des mouvements sociaux plus spontanés et plus bassistes. Et alors, l'entreprise n'a plus d'interlocuteur institutionnel. Comment procéder alors? Alors c'est un peu une déclinaison de ce que l'on disait. Alors effectivement, bon, les syndicats qui sont dépassés, ouais, c'est tout le paradoxe en fait, hein, de notre pays, c'est-à-dire qu'on a des syndicats qui sont minoritaires finalement en termes de voix dans les entreprises, de poids social, mais qui arrivent à bloquer un pays, mais qui en termes de nombre d'adhérents sont, pardon de le dire, des nains par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays, que ce soit en Mmh. Allemagne ou dans les pays du Nord. Et donc oui, ils sont dépassés à la fois par des gens qui veulent plus syndiquer parce qu'ils ne se retrouvent pas là-dedans, et puis par une base qui est encore plus dure. Donc là, bon, la difficulté, c'est en fait, il faut que l'entreprise organise des réunions, hein, je pense, pour discuter avec l'ensemble des salariés. Et la logique, c'est qu'il y ait quand même, si tout le monde ne fait pas grève, il y a bien des gens qui vont venir pour entendre ce que la direction a à dire. Et il semble assez difficile qu'aucun des salariés grévistes vienne pour entendre ou pour porter la contradiction. Et à partir du moment où on a quelqu'un qui vient, ou ne serait-ce qui porte la contradiction, même de manière assez raide, on a Mm. potentiellement un interlocuteur. Donc il faut essayer de ruser, en fait, il faut trouver absolument le moyen pour établir un dialogue, hein. Ça peut être organiser une réunion ou ça peut être discuter avec d'autres personnes que les hardcore vont considérer comme non légitimes. Et à ce moment-là, vous considérez qu'ils ne sont pas légitimes, et bien venez, puisque vous êtes légitime et auto-légitime, venez et on va discuter. En fait, on ne peut pas laisser pourrir, parce que s'il n'y a pas de dialogue, la grève, c'est sans fin. D'accord, d'accord, ok. Avec Et oui, oui, vas-y. Non, je voulais simplement ajouter que c'est une situation qui peut aussi exister avec des syndicats parce qu'on va avoir des lignes qui ne sont pas les mêmes et des sensibilités qui ne sont pas les mêmes, et trouver un accord, même quand on a des interlocuteurs syndicaux, Absolument. n'est pas. En fait, tout le monde n'exprime pas la même position, la même poursuite ou le même objectif final. Et donc, effectivement, la position d'équilibre, elle peut aussi être difficile à trouver avec des acteurs syndicaux parce qu'ils ne vont pas tous avoir la même position, et il va falloir trouver un point d'équilibre, acteurs syndicaux, pas acteurs syndicaux. Et c'est vrai que c'est une difficulté réelle parfois, mais c'est là où la grève a un sens politique et il faut essayer de trouver l'interlocuteur, le moyen d'avancer et de continuer. Parce qu'effectivement, Michael a raison, le dialogue est primordial parce que sinon, c'est sans fin. Ok, ok. Et alors, pour être valable, la grève doit-elle obligatoirement être précédée d'un préavis de grève? Ou Non. est-ce qu'elle peut Non. être spontanée? Non, non, ça c'est dans les transports publics, ça peut être tout à fait, ça peut être spontané. Alors,
Ce qu'on comprend, en fait, si on se met de l'autre côté de la barrière, vous avez un manquement grave ou allégué en matière de santé de sécurité au travail, on va pas dire on fait un préavis de 48 heures. Donc les gars, ils débrayent tout de suite. Donc ça, après, je prends l'exemple que tout le monde globalement peut comprendre, même si ça ne nous arrange pas sur le coup. En revanche, effectivement, ça peut être très déstabilisant qu'il y ait pas de préavis. Alors, bon, il y a des grèves qui se passent comme ça. Là, c'est vraiment, on est quand même dans la perturbation. On va vraiment chercher à embêter l'entreprise d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vrai qu'il y a des grèves sans préavis, c'est pénible. Et puis, on a des tas d'autres, notamment pour les journées d'action nationale, où là, bon, bah, on sait qu'à telle date, on risque d'avoir un tout petit peu moins de monde que d'habitude. Ok, ok, très précis. Je vous propose qu'on avance peut-être sur la partie réorganisation pour avoir traité un peu tous les thèmes. De façon très pratique, certaines situations interdisent le licenciement économique sous certains délais, par exemple pour les femmes enceintes. Ouais. Pouvez-vous rappeler ces délais? Ah bah, ouais, les délais, alors l'interdiction de licenciement économique, oui, bah, on est sur la protection de la femme enceinte et de la maternité, hein. Donc il y a pendant la grossesse, et puis on a les fameuses 16 semaines. Euh, Bon, donc effectivement, ce délai, il existe. Maintenant, bon, j'ai jamais vu de loupé abominable sur ce sujet, parce qu'en fait, quand on est sur des réorganisations, de toute façon, tout ça prend du temps, et donc bon, bah, il y a des gens qui seront potentiellement, licenciés, après coup. Alors ça peut être des gens dont on a besoin, parce qu'en fait, on n'est pas obligé de licencier tout le monde le même jour, hein. On peut, en fonction des services, des besoins, l'activité qui pèse, de manière, en sifflet. Ça peut être effectivement des personnes qui sont protégées, et puis il y a les représentants du personnel pour lesquels il faut obtenir préalablement l'autorisation de l'inspection du travail. Donc, comme de toute façon, on a plusieurs populations généralement, moi en pratique, ça m'a jamais posé de problème. D'accord. Voilà, j'ai jamais eu ce cas-là, mais oui, bien sûr, il y a des salariés qui bénéficient d'une protection. Alors, il y a la salariée qui est enceinte en maternité, il y a aussi la paternité, il y a une protection pour la paternité. Oui, mais les hommes sont également protégés, donc il faut suivre ça de près. D'accord. Concernant les ruptures conventionnelles individuelles, peut-on avoir recours à plusieurs RC individuelles sans passer par la RC collective? Et quel est le Oui. risque de faire ça? Oui, on peut le faire. Ben, le risque, c'est quand vous en faites trop dans une période restreinte, évidemment, et que derrière il n'y a pas de remplacement, évidemment, on pourra considérer que vous auriez dû mettre en place un plan de licenciement économique. Mhm. Maintenant, c'est un jeu d'équilibre, parce qu'au fond, vous avez 6 RC en 6 mois. Bon, ça me semble pas du tout frauduleux. De toute façon, les règles sur le licenciement économique, le seuil, c'est 30 jours, hein. C'est 10, le PSE, c'est 10 personnes dans une entreprise de 50 et plus sur 30 jours. Et le seuil des 30 jours, de la même période de 30 jours, est applicable à tous les licenciements. Donc, dès lors que c'est étalé, il n'y a pas de difficulté. Alors après, on peut aussi avoir des demandes, même en cours de réorganisation, en fait. On peut mettre en place des ruptures conventionnelles. On a eu le cas où un PSE est en cours de négociation, et vous avez un salarié, une salariée qui vient vous voir en disant: «Écoutez, moi, c'est super votre truc là, mais je comprends que je vais partir dans 6 mois là, mais moi, j'ai une opportunité professionnelle tout de suite. Donc je veux bien que vous fassiez une URC, et comme je suis pas complètement bête, et que je veux pas être lésé d'avoir retrouvé du boulot, vous allez me donner un package un peu plus intéressant, à l'aune de ce que, peut-être pas tout, mais au moins une partie de ce que j'aurai en cas de licenciement économique.» Et ça, on peut le faire. Et si jamais on est saisi par le CSE, si jamais on est saisi par l'inspection, on peut le dire. On peut dire: «Regardez, cette personne avait retrouvé du boulot, on va pas attendre bêtement, garder les gens dans les effectifs, ou lui dire: "Bah non, vous démissionnez madame", pour, comment dire, en attendant le licenciement.» L'alternance, sinon, ce serait de dire: «On vous dispense d'activité jusqu'à ce que vous soyez licencié, et vous pouvez travailler ailleurs.» Mais généralement, les gens n'osent pas aller jusque-là. Donc oui, les RCI, c'est possible dans plein de cas, mais évidemment, bah, il y a une ligne jaune ou une ligne rouge, je sais pas, choisissez la couleur, qu'il faut pas franchir, mais on le sent. Généralement, au bout d'un certain nombre de RC, on commence un peu à se tendre en disant: «Il n'en faudrait pas une de plus.» D'accord.
D'accord. Et alors, quel délai raisonnable peut-il être admis entre des RC individuels et le déclenchement d'un PSE sans provoquer de la requalification des RCI préalables? Alors, en fait, moi, j'ai plus ou moins répondu à la question tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir des RCI alors même qu'on a annoncé qu'il y avait une réorganisation. Alors évidemment, c'est Donc, mieux pas si de c'est délai. dans une catégorie profil. Non, il y a pas vraiment de délai. Après, si vous avez fait une RCI en janvier, une autre en mars, que vous en faites deux en juin, vous lancez un plan en septembre, aucun problème. Si vous faites 4 Mm. RCI en juin et que vous lancez un plan de licenciement de 8 personnes en juillet, là, vous allez avoir 4 personnes qui vont venir vous chercher en vous disant Mm. Ami, parce Mm. qu'il y a de la jurisprudence, D'accord. hein. Attention, il y a de la Oui. jurisprudence, parce que la RCI, il y a peu de contentieux, et les juges sont assez protecteurs des RCI, parce que ça leur a sorti un grand nombre de contentieux. C'est pas juste par altruisme envers l'entreprise, hein. Parce qu'ils ont vidé les stocks de dossiers, ils sont très, très, très heureux de ça. Mais il y a une jurisprudence qui vient dire qu'un salarié qui a signé une RCI et qui découvre que l'employeur il met en place ensuite une réorganisation, en fait, il y a un vice du consentement, parce que l'employeur savait, au moment où il a fait signer le papier au salarié, que le salarié aurait dû partir dans le cadre d'un licenciement. Et là, en Ok. fait, alors, c'est entre guillemets une fraude au licenciement économique. Donc, le salarié peut obtenir les dommages et intérêts et éventuellement les mesures du plan. Mais en matière de PSE, quand on doit faire un PSE et qu'on ne le fait pas, en fonction des effectifs, là, c'est une fraude au PSE et c'est pire, parce que le salarié peut demander sa réintégration. Donc, vous obtenez la réintégration en cours d'appel ou en renvoi après cassation au bout de 4 ans, 6 ans, 12 ans. Donc, vous touchez les salaires intercalaires. Et ça coûte très, 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 très cher. Donc, pas de délai, mais avec modération. Ok. Ok. Dans le cas d'un PSE, les critères d'ordre de licenciement et leur pondération admis sont-ils toujours les mêmes? Ou quels sont les types de variations que l'on peut prévoir sans créer de contentieux lors de la recherche de l'accord? Alors, oui, alors il faut avoir tous les critères légaux, hein. Vous savez, c'est l'ancienneté, les charges, la situation particulière au regard de l'emploi et également les qualités professionnelles. Mais ensuite, on peut les pondérer. C'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'en fait, on peut dire que la situation de famille, c'est coefficient 2 et que vous avez 0 enfant, vous avez 0 points. Vous avez un enfant, c'est 5 points. Vous avez 2 enfants, c'est 10 points. Vous avez 3 enfants, c'est 20 points. OK? D'accord. Et pareil pour tout, on peut dire, les catégories, les qualités professionnelles, c'est coefficient 3. Très bien. Techniquement, tout est possible. Mais jusqu'à l'abus. L'abus, c'est quoi? L'abus, c'est qu'on neutralise totalement un critère. Si vous vous dites qualité professionnelle, c'est coef 8, et charge de famille, c'est coef 1, et la personne qui a 3 enfants et 20 ans d'ancienneté, elle a 5 points au bout du bout, là où le bon salarié, il en a 25, là c'est clair que vous allez vous faire massacrer. Donc il faut doser. Mais la réalité, au fond, ce qu'il y a derrière cette question, on le sait, c'est il y a X licenciements dans X catégories professionnelles, enfin sur X postes. Et là, on construit en fait une forme de Rubik's Cube. Mm. C'est-à-dire qu'on va chercher les bonnes catégories, les bons critères, et en fonction de ça, on va arriver plus ou moins au départ qu'on souhaite. On n'y arrivera jamais, parce qu'au fond, c'est comme ça. Il y a forcément des personnes qu'on aimerait voir partir et qui seront pas dans, sauf à faire n'importe quoi au niveau des critères, ce qui est jamais recommandé. Mais à ce moment-là, la réponse est simple, hein. Vous avez quelqu'un qui fait pas son boulot, dont vous voulez plus, mais bonne nouvelle, c'est pas un licenciement économique, c'est un motif personnel. D'accord. Donc là, faut pas se faire mal et il y a d'autres moyens de faire. Donc oui, grande souplesse au niveau des critères d'ordre, jusqu'à l'abus. Puis ensuite, quand on présente ça, aux organisations syndicales, au CSE, il faut quand même que ce soit un peu crédible parce que pas que ça se voit, faut que c'est quand même un peu de sens quand même malgré tout. Bien sûr. Ok. Je vous propose qu'on garde les quelques minutes qui nous restent pour passer sur les droits d'alerte. J'ai également quelques questions. Première question sur les chiffres. Est-ce qu'on a une idée des chiffres? Y a-t-il beaucoup de droits d'alerte en France? Alors là, les chiffres, là, je les ai pas en tête. On les avait pour la grève. Pour retrouver ça, il y a forcément une étude de la DARES qui traîne sur le sujet. Moi, j'adore les études de la DARES, je trouve ça toujours passionnant. C'est les non-dits qui ne sont jamais commentés ailleurs, alors que ça est tout à fait officiel. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Honnêtement, ouais, régulièrement. Mm. Régulièrement. Alors, des entreprises où culturellement ils n'en font pas. Il y a des entreprises où ils n'en faisaient pas et ils découvrent, et alors là, c'est là, passionné. Et puis il y en a où c'est tout le temps, et ce que je vous disais tout à l'heure,
y a des entreprises où les gens, les RH se transforment en enquêteurs, donc c'est l'enfer. Pour le moindre signalement de cas de harcèlement, boum, droit d'alerte. Alors que c'est pas une obligation de passer en droit d'alerte, hein. Donc oui, oui, il y en a. On pourra regarder si on trouve des statistiques, on les passera à Super. Anne-Laure. J'ai quand même bon espoir qu'on en trouve. Oui. Si on n'en trouve pas, bah, c'est que c'est qu'il n'y en a pas. Ouais. C'est sous la maquette. Mais oui, en fonction des entreprises, il y a des entreprises qui souffrent beaucoup, hein. Quand je disais: «Est-ce que ça picote ou est-ce que ça gratouille?» au début de mon intervention, c'est parce que, il y en a qui en voient un peu trop, hein. C'est vraiment, ça ou tomber dans les orties, c'est pareil, hein. D'accord. Alors, j'ai une question du coup justement sur ces enquêteurs portés par l'employeur. Oui. En cas de DGI, les enquêtes de l'employeur, qui sont les collaborateurs désignés? Est-ce qu'ils doivent être validés par le CSE? Non. Non, non, L'employeur a toute liberté. ah oui, ils sont pas validés par le CSE, hein. Dans les entreprises, en fonction d'eux, ça peut être alors, ça peut être le ou la DRH en personne, ça peut être, un RH, ça peut être parfois le juriste social, ça peut être, responsable en fonction des cas, responsable, sécurité, on est libre, hein. Alors après, bon, on va avoir un débat avec le CSE sur la légitimité d'un tel ou d'une telle, mais à partir du moment où on dit: «Écoutez, cette personne-là, elle est mandatée, par la direction», bon, ça planait raisonnablement. Sachant que de toute façon, on les fait toujours un peu lisser parce que c'est une enquête conjointe dans l'absolu. Le CSE est normalement impliqué, donc ça lisse aussi les difficultés liées à la personne. Oui, parce que parfois, la direction n'a pas envie de l'enquêteur, salarié présenté par le CSE. Et si on va J'entends. se faire à ce moment-là, on Voilà. peut oh non, mais on l'a vu, hein. Oui, oui. Nous, on a eu un cas de DGI lancé par un délégué syndical contre un service de ressources humaines et en fait, il s'avère que alors c'est la petite histoire, c'est dont nous on dit c'est écrit nulle part, mais que ce monsieur, bah, il avait un enfant qui avait été victime de harcèlement scolaire, donc dès qu'il entend harcèlement, il se tient plus et enfin c'était intenable, Ouais, intenable. intenable. Donc on aurait aimé que ce soit quelqu'un d'autre, mais ça a jamais été le cas. Donc voilà, si, le CSE est libre, la direction aussi, pour répondre brièvement. Juste une dernière question à ce sujet, en termes de process, de documentation de l'enquête, est-ce qu'il y a aujourd'hui un cadre à suivre, à respecter? Là on peut le mettre en place, hein. Mm. On peut le mettre en place, on peut adopter, une forme de charte de l'enquête Mhm. qu'on présente au CSE en disant: «Voilà, D'accord. quand il y a un signalement», alors je parle de l'enquête au sens large, pas forcément du droit d'alerte, hein, parce que je pense que la question est plus large. On a des entreprises qui ont pris la main parce que justement il y avait des signalements, des grands groupes, partout en Mhm. France. Même quand il y a les enquêteurs là qui sont au siège, en fait, c'est pas possible, donc il faut déléguer un certain nombre de compétences en local et puis en local, ils sont pas toujours équipés, donc bah, vous avez un signalement. Est-ce que ça semble sérieux? C'est pas sérieux? Qu'est-ce qu'on prévient? Dans quel délai? Voilà les principales questions, qu'on peut poser, donc on peut cadrer tout ça, il y a aucune difficulté. Si on n'a pas cadré, bon alors là, il y a plein de questions, hein. Est-ce qu'on enregistre? Est-ce qu'on n'enregistre pas? Est-ce qu'on essaie d'avoir un seul rapport commun avec, l'élu? Oui, c'est mieux, mais parfois, des oppositions frontales, donc chacun fait son propre rapport et donc là, bah, on retrouvera, on fera un travail un peu d'historien, d'exégète, on trouvera le tronc commun qui sera sans doute la vérité, on supprimera les outrances d'un côté, les silences de l'autre. Voilà, mais ça vaut la peine effectivement, si c'est régulier, de réfléchir à un mode opératoire, ne serait-ce que ça permet à l'entreprise bah, qu'on lui reproche pas de ne pas l'avoir fait ou de ne pas respecter un minimum de process et puis, quelque part, c'est aussi opposable aux élus qui peuvent, plus difficilement faire du hors piste, hein. Ok, super. Une toute dernière question qui vient d'arriver. Quel est le rôle de Secafi à la demande des syndicats? Vous avez combien de temps devant vous? Heu, Secafi, quel est le rôle de Secafi à la demande des syndicats? Alors je suis pas certain de bien comprendre la question. En fait, ce qu'on disait avec Alexandre, hein, c'est que Secafi, a le même pouvoir de communication qu'un commissaire aux comptes, donc c'est extrêmement large, c'est eux qui décident. Ensuite, ça c'est vraiment la réponse juridique. Ensuite, dans les coulisses, heu est-ce que, l'expert comptable attise, le syndicat, le CSE ou pas? Vaste sujet en fait, hein, l'un peut alimenter l'autre. Nous on a vu des cas où effectivement l'expert était assez chaud, en disant: «Mais si, si, il y a des tas de choses à dire» et puis en fait, les salariés culturellement, bah, ça se passait bien
avec direction, j'ai eu une discussion avec un directeur général d'un groupe dans le tertiaire où il n'y a pas de problème, il y a 200 salariés, il n'y a aucun problème majeur. Bon, les élus ont regardé l'expert avec les yeux ronds en disant mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Et ils ont dit ok, merci, on a compris. Peut-être qu'ils prendront eux-mêmes notre expert la prochaine fois. Mais sinon, on peut aussi avoir des élus malins qui vont dire monsieur l'expert, madame l'experte, ça, on veut ce document. Donc, vous poussez pour avoir ce document, vous pouvez l'avoir, il nous le faut, sinon ça va mal se passer. Voilà, c'est les 2 flux sont possibles et puis, bon, Secafi est assez dur, mais ça dépend aussi des interlocuteurs. En fait, encore une fois, mieux vaut avoir un Secafi qu'on connaît, qui va nous casser les pieds sur certains points, il y aura un budget maîtrisé et un interlocuteur, finalement, on connaît, on a mis en place un mode opératoire, plutôt que de se dire: «Tiens, bah, on n'a plus Secafi, on est content, puis on a un autre», je donne pas de nom, et là, c'est pire et là, on regrette le bon vieux temps où on était avec Secafi. Ça peut arriver, hein, malheureusement. Ok. Super. Eh bien, écoutez, un grand merci. On a réussi à couvrir la grande majorité des questions. On a un petit peu dépassé. On aime bien respecter les timings et pas abuser de votre disponibilité. J'ai reçu plein de messages de remerciements pour la qualité de votre intervention, sur la qualité des détails apportés, le rappel des fondamentaux, voilà, les grands thèmes abordés, toutes les réponses apportées, les exemples concrets. Donc, un grand merci, Mickaël et Alexandre, pour cette belle matinée partagée. Bah, Euh, merci à vous hein, pour l'invitation. Merci pour les questions et commentaires. Ceux qui ont d'autres questions peuvent nous contacter. On peut très bien poursuivre l'échange. Et puis pour le reste, on vous souhaite de belles relations sociales sans crise, même en temps de crise. Voilà, et vous avez toujours de bons conseillers s'il y a besoin, s'il y a des situations qui dégénèrent. Un immense merci, je vous souhaite une très bonne journée, un très bel été si on ne se reparle pas d'ici là. Et à tous nos managers, je vous dis à la rentrée pour les prochaines éditions Experiency. Très bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.